Bonjour, donc nous sommes au week-end de liberté. D'abord, merci de m'avoir invité à ce week-end de la liberté. Je reviens toujours avec plaisir et bravo pour l'organisation, à vous et à Patrick. Ça se passe comme tous les ans très bien. Et cette année, vous avez raison, j'ai été privilégié parce que j'ai eu droit à deux conférences. Je pense que j'ai été le seul à faire deux conférences. Et en plus pendant le déjeuner et le dîner. Je suis heureux d'avoir fait cette conférence sur le communisme pour plusieurs raisons. D'abord parce que on fête, entre guillemets, bien sûr, les 100 ans depuis la révolution d'octobre et l'avènement du communisme. Et ensuite parce que je trouve que en France, il y a toujours une sorte de nostalgie, même si on n'a pas vécu le communisme, pour les idées communistes marxistes. Et il existe même un politique français qui s'appelle Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, qui puise son programme dans les idées marxistes. Un extrémiste, Frédéric Bastiat, était en lutte avec quoi? Avec le socialisme qui préfigurait le communisme. Ah, tout à fait, tout à fait. Là, il a écrit de très beaux textes, très visionnaires sur le communisme, sur les dangers du communisme, sur les dangers de l'État qui s'occupe de tout, Ouais. qui prend en Et charge tout. conséquences, ça aurait Voilà, été. de Oui, ça conséquences fait ça quand même. alors. Et ça, c'était Ça, c'est d'accord. ça, c'était donc 1800, avant 1850. Donc voilà. Donc ça, c'est extraordinaire. Il faut relire ces textes écrits à l'époque sur le communisme. Alors, j'ai eu plaisir, enfin, de raconter un peu, très rapidement, quelques événements de ma vie personnelle, l'expérience, tout ce que j'ai vécu pendant mon enfance, mon adolescence et le début de ma jeunesse sous le communisme, pour que ça serve de leçon, pour que les gens n'oublient pas. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous a volé votre jeunesse? Non, non, parce que j'ai eu la chance, contrairement à mes parents, et encore plus à mes grands-parents, de vivre après 20 ans dans un monde de liberté. Donc le mur est tombé en 89, le communisme a échoué en 80-90, donc partout en Europe. Et ça a été un moment extraordinaire et je n'avais que 20 ans. Enfin, Oui. bon, on peut dire que, comme je le disais, que pendant mon enfance, si j'avais vécu ici, j'aurais mangé plus de chocolat et plus d'oranges et de bananes. Ce n'était pas le cas là-bas, j'en mangeais de temps en temps à Noël, hein, mais c'était une fois par an. Il y avait une privation généralisée. Il y avait une pénurie généralisée, mais je me souviens que de temps en temps, avant Noël, on vendait des oranges et des bananes. Hein. Donc c'était comme un luxe, hein, une fois par an. Hein. Donc pénurie matérielle, et est-ce qu'il y avait une oppression intellectuelle? Il y avait bien sûr une oppression intellectuelle, il y avait la censure, il y avait pratiquement la délation, un ministère, mais c'est tout comme tous les régimes totalitaires. Ils sont bâtis et ils survivent grâce à la délation, grâce à l'oppression, grâce à la dénonciation, grâce à la censure. Donc on ne pouvait pas tout faire. Donc on avait une rétention à parler, les adultes avaient une rétention à parler, ils allaient se méfier les uns des Ah oui, autres. oui, bien sûr, bien Il y avait sûr. cette Ah ben, on avait notre téléphone qui était... il y avait un micro dans le téléphone, hein, comme dans les films qu'on voit maintenant à la télé. Et des fois, mon père, quand il parlait des choses importantes, il parlait dans la salle de bain en faisant couler l'eau de la baignoire. Donc, ce genre de choses que j'ai vécues, donc je me souviens, hein, et qui font partie du quotidien dans un régime totalitaire, surtout ce régime communiste. Et vous, vous dites non, vous avez été, c'est pas Ouais, possible. ça, c'est la théorie de ceux qui veulent récupérer les idées communistes et ils disent ah, mais c'était pas le vrai communisme. Voilà, oui, c'est ça. Mais bizarrement, partout où il a été au pouvoir, ça a été la répression, ça a été des meurtres, ça a été des meurtres de masse, ça a été des camps. Donc c'est bizarre quand même, non que ça n'a marché nulle part. Ça n'a Si marché on ne nulle part. respecte pas l'individu, ça ne marche pas. Ça n'a respecté pas l'individu, ça n'a marché nulle part. Donc et partout où il est arrivé au pouvoir, il n'est jamais arrivé démocratiquement. Il est arrivé toujours par la force ou par un coup d'État interne ou par une invasion militaire soviétique dans le cas de la Oui, Roumanie. oui, oui, la perte de la guerre. Mm. Et lorsque vous avez, lorsque vous étiez en 20 ans quand même, en compréhension des choses, est-ce que vous avez perçu que vos parents étant résistants, ils n'étaient pas dans le système, mais
Oui, tout à fait. Là, ils étaient comment, arrogants, Il y avait deux sortes, ceux qui faisaient la délation classique, si je peux dire ainsi, se cachaient. Donc ils faisaient, on l'a su après avec l'ouverture des archives aussi, beaucoup, parmi des proches, parmi des amis. Ça, c'était une catégorie. Et vous avez les apparatchiks connus, oui. ceux qui étaient dans le système ouvertement, ceux qui étaient payés par le système, ceux qui étaient au siège du parti, ceux qui étaient, voilà, qui avaient des privilèges. Donc vous avez ces deux catégories. Les apparatchiks connus n'étaient pas forcément les plus dangereux. Et ceux qui s'occupaient de la délation quotidienne, ou faisaient des rapports sur les autres. Une espèce de Stasi, ça s'appelait comment alors? Ça s'appelle la Securitate. C'est l'équivalent du KGB et la Stasi. Alors, quand le régime est tombé, la nuit d'avant, notre appartement était pas loin du siège du Parti communiste dans notre ville. Donc, si on allait sur le balcon, on se penchait un peu, on voyait le siège un peu. Et toute la nuit, on a vu un flot de voitures, de 4x4, qui importaient des documents. Donc, ils savaient que les régimes allaient s'écrouler le lendemain. Ils savaient ce que et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont emporté les archives, ils les ont brûlées pendant la nuit. Donc, ils étaient parfaitement conscients. Ils étaient parfaitement conscients. Bon, il y a quand même des archives qui sont restées, qu'on a ouvertes, en Union soviétique aussi. D'ailleurs, les bons historiens et chercheurs français comme Stéphane Courtois, qui a écrit le livre Noir communiste, comme Thierry Volton, sont allés à Moscou, regarder les... On les a ouverts au fur et à mesure. On a même payé pour qu'on ait accès. Voilà, on a découvert, bien sûr, des noms, des choses, même si les noms avaient des surnoms. Si on s'aperçoit quand même que l'homme peut être épouvantable, parce que c'est épouvantable. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même qu'une dictature, il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient d'accord. Ça peut pas. Un dictateur, c'est pas tout seul. Non, bien sûr. Il a un appareil. Il y a un appareil, il y a ceux qui profitent, ceux qui croient, ceux qui sont autour, souvent. Il y en a qui croient. Et vous avez un appareil répressif et vous accordez des privilèges à ceux qui vous soutiennent, le régime. Donc ils sont proches. Donc vous aviez des villas pour les apparatchiks avec piscine. Que moi j'avais pas, donc vous aviez des villas à la montagne, des villas à la mer, vous avez des magasins pour les apparatchiks. Quand le régime est tombé dans ma ville, je suis allé avec mes copains au siège du parti justement, et au sous-sol il y avait les endroits où on stockait la nourriture pour les magasins pour les apparatchiks. On a trouvé des oranges, on a trouvé du café, on a trouvé des bananes, voilà, donc c'était des choses que nous on n'avait pas. On appelle ça le communisme, qui est soi-disant l'égalité parfaite. Certains étaient plus égaux que d'autres, comme on dit.